Bonjour tout le monde, je vois que le micro marche ainsi, c'est bon. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être parmi vous, d'être invitée à cette académie dans sa première session. Je tiens à remercier donc la faculté de licence juridique, Madame la doyenne, Madame Laura Kiridis pour cette invitation. Le thème que j'avais choisi, c'est l'internationalisation donc, des constitutions à propos donc, de la communicabilité des ordres juridiques. Alors, pourquoi justement ce thème-là? Parce que, en fait, ce qui m'a intriguée, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a des auteurs, des professeurs, qui parlent encore d'un droit international qui ne constitue que le droit externe des États. Et bien entendu, ça touche normalement et essentiellement à la question inépuisable et éternelle, celle du rapport entre droit interne et droit international. Alors, la question du droit interne, droit international est une question qui devrait être en fait interprétée d'une autre manière aujourd'hui, vu le changement qui s'est opéré au niveau donc, des relations internationale et du droit international, essentiellement par la globalisation de la société internationale. Donc je dirais aussi que comme domaine informatique, on nous permet de voyager au-delà des frontières et à travers les frontières. Le droit aujourd'hui voyage aussi à travers donc, les frontières, ce qui nécessite, à mon sens, une nouvelle lecture du rapport qui pourrait exister entre droit interne et droit international. Le son vous parvient, c'est bon? D'accord. Alors, internationalisation des constitutions, donc à propos de la communicabilité des ordres juridiques. Alors, les propos du professeur Tropper, ou bien la constitution est originaire, ou bien elle n'est pas une constitution. Donc, cette expression, ou bien cette définition, nous rend à l'évidence, selon l'auteur bien sûr, selon le professeur, que la Constitution devrait être une Constitution originaire de l'État national. Donc ça devrait être une Constitution là où elle est élaborée, le processus aussi constitutionnel est élaboré par le peuple lui-même et que les principes sont des principes donc reconnus sur le plan national. Alors, est-ce que cette définition répond aujourd'hui, ou bien ces propos répondent-ils aujourd'hui à la réalité des constitutions nationales? Donc, des points d'interrogation auxquels on va essayer donc de répondre à travers cette intervention. Alors, face aux interventions d'une société internationale qui est aujourd'hui active, et entreprenante qui n'hésite pas à pénétrer dans les zones qui sont considérées comme étant des zones nationales ou bien dans des domaines qui sont considérés comme étant des domaines donc classiquement relevant de la compétence nationale des États. Alors, face à ce constat, la communicabilité ou la communication est devenue un fait incontestable, une réalité en fait, et la communicabilité entre les ordres juridiques est en fait quelque chose qui s'impose aujourd'hui et qui impose par conséquent l'ouverture des systèmes juridiques ou l'ouverture des ordres juridiques. Donc on ne peut plus tolérer des ordres qui sont des ordres donc clos sur le plan étatique. Ça ne répond plus à la réalité donc de la société internationale. Donc, le retour en arrière et l'enserrement dans le monde clos, qu'est l'État, serait impensable aujourd'hui, donc face à justement la globalisation de la société internationale, qui est une société aujourd'hui, comme on l'avait dit, très active et très entreprenante. Alors, pour expliquer un petit peu le système, l'ordre plutôt, on va commencer par l'idée que chaque règle de droit est toujours l'élément d'un système, d'un tout, d'un ordre complexe. Donc, toute règle de droit fait en fait partie, et en réalité partie,
d'un ordre ou d'un système, donc d'un tout. Voilà. Alors, est-ce qu'on va utiliser le terme d'ordre ou bien on va utiliser le terme de système? Y a-t-il une différence entre entre ordre et entre système? On va essayer de distinguer ou de trouver les critères de distinction entre l'ordre et le système, parce qu'on a traité de la question donc, au sein des ordres juridiques, la communicabilité des ordres juridiques. Donc on va essayer bien entendu de distinguer les deux notions qui sont en fait aujourd'hui très proches l'une de l'autre, et on va remarquer aussi que aujourd'hui ces deux notions se rapprochent et qu'il devient très très difficile de distinguer peut-être ordre de système, et qu'il y a donc des critères qui sont devenus des critères communs. Alors, les termes ordre ou système juridique sont utilisés pour désigner l'organisation d'un corps, d'un tout, qui mettrait en place l'ordonnancement de plusieurs éléments traduisant la normativité. Donc, l'ordre, c'est finalement un tout, comme on l'avait expliqué tout à l'heure. C'est un tout là où les éléments vont interagir et bien entendu constituer un ordonnancement. Alors, certains auteurs considèrent que ordre et système sont identiques et ils les utilisent donc d'une manière indifféremment. Alors, Kelsen par exemple, Eisenman, Romano, donc ce sont des auteurs, comme vous le remarquez, ce sont les grands, on va dire, du droit international qui rapprochent les deux ordres. Ordre et système, pardon. Et il y a d'autres, bien entendu, qui voient dans les deux termes des termes différents. Arnaud, par exemple, Host aussi. Alors, l'ordre juridique se distingue du système juridique sur trois axes. L'existence d'une unité de type hiérarchique, le caractère volontaire et la dynamique, qui sont les caractéristiques d'un ordre juridique. Alors, on va voir ces différentes caractéristiques l'une à l'autre et puis voir que finalement le système se rapproche lui aussi de l'ordre juridique. Alors, l'existence d'une unité donc, de type hiérarchique. L'ordre juridique, c'est un tout vivant, un organisme donc doté de forces propres d'expansion et d'adaptation. Cette unité est structurée de type hiérarchique. Cette hiérarchie répond à une nécessité sociale de structuration de tout système social. La structuration revient à des rapports de subordination entre les éléments du système social. Donc, vous en doutez, on parle donc de la subordination à travers le concept de pyramide tel que donc théorisé par Hans Kelsen. Donc, si on regarde un petit peu ces caractéristiques qui se rapportent à l'idée donc de l'unité de type hiérarchique, c'est un ordre vivant, c'est-à-dire il y a une dynamique à l'intérieur de cet ordre. Cet ordre, il est hiérarchisé, donc bien structuré. L'objectif, c'est la structuration de la société, donc qu'il régit, bien entendu. Alors, le caractère volontaire, deuxième critère, le caractère volontaire de l'ordre juridique. L'ordre juridique est le produit d'un acte de volonté. Donc, les règles de droit sont créées par l'autorité souveraine. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de structurer la société, organiser la société, normativiser la société. Donc, tout ceci pour, bien entendu, l'objectif de la structuration de la société qu'il régit. Alors, pour tous les théoriciens de la normativité, l'ordre juridique vient réaliser la volonté de l'auteur de l'acte en établissant donc l'ordre souhaité. Bien sûr, ceci revient à dire que c'est le souverain au sein de l'État qui est à l'origine des règles de droit, c'est lui qui crée les règles de droit. Par contre, si on compare ceci avec le système
le système il est non volontaire et il est spontané. D'accord? Ce qui fait qu'on a cet élément donc d'identification de l'ordre par rapport au système. Et si vous voulez prendre des notes, je vous laisse le temps, ou bien c'est bon, le rythme est bon? Bien. Alors, l'instauration donc de l'ordre étatique résulte de l'acte de volonté du souverain, comme on l'avait dit, qui désire organiser la société selon son choix. Donc, c'est lui qui est le maître donc, de ces règles-là, et c'est lui qui va organiser la société suivant son choix. Le système, lui, il est toujours non volontaire, il est toujours spontané. Donc, le critère de volonté, maintenant, comme on l'avait expliqué, comme étant un critère de distinction entre ordre et système, est un critère qui ne répond plus donc, à la perfection, à la distinction donc, entre ces deux notions. Pourquoi? Parce que si on se rend par exemple aux théories, à la théorie par exemple sociologique, on va se rendre que le droit, la règle de droit, est un fait social. La règle de droit est créée par la nécessité sociale, ce qui fait que la règle de droit, elle existe avant la volonté de l'être humain. Et l'être humain, ou bien le souverain, va constater l'existence de cette règle et il va la concrétiser donc, au niveau d'une norme ou bien à travers donc, la normativité. Donc c'est un critère qui aujourd'hui est remis en quelque sorte en question s'agissant donc de la distinction entre ordre et système. Alors, il peut être non volontaire, donc on l'avait dit, donc le critère de volonté est critiquable dans la mesure où tout ordre juridique ne relève pas toujours d'un acte de volonté. Il peut être non volontaire, il peut résulter de la spontanéité et serait le résultat d'une concrétisation de la réalité sociale. Donc si on dit l'école sociologique, on va dire bien entendu Georges Sell, Léon Duguy, etc. Alors, tel est l'avis donc de Georges Sell ou du doyen Léon Duguy, qui ne voit en l'ordre juridique qu'un ordre social. Donc finalement, l'ordre juridique n'est qu'un ordre social avant tout. Et donc, son existence, elle est indépendante de la volonté de l'homme, mais elle est aussi, elle se trouve donc avant même la volonté de l'homme qui ne fait que la concrétiser. Donc l'ordre juridique comme ordre social préexiste à la volonté de l'homme. L'individu ne participe qu'à la constatation de son existence. D'accord? La dynamique maintenant, qui est le troisième critère pour la distinction entre ordre et système, la dynamique de l'ordre juridique signifie que l'ordre, donc c'est une dynamique entre les éléments du même ordre. D'accord? Alors, la dynamique de l'ordre juridique signifierait que l'ordre juridique est en mouvement dans son fonctionnement. La dynamique renvoie à la relation d'appartenance d'un élément à l'ordre juridique. À partir du moment où un élément appartient à l'ordre juridique, il entre en relation et en dynamique avec les autres composantes de cet ordre. Alors, la relation d'appartenance est effectuée donc, au regard du respect des règles de procédure. Bien sûr, pour intégrer l'ordre juridique, on respecte la procédure prévue par ce même ordre juridique. Alors, maintenant, les caractéristiques du système, et qui sont des caractéristiques, on peut voir, qui vont rapprocher le système de l'ordre. Alors, si on parle de généralité, on va dire que l'ordre juridique est un ordre qui doit être réduit à la stricte disposition de ces éléments et à leur fonctionnement dans un cadre respectif. Alors que le système juridique, c'est un ensemble qui en fait constitue, bien formé par un concept plus large que celui donc de l'ordre et qui pourrait englober plusieurs ordres. On sait que le système peut contenir plusieurs ordres
juridique. Donc c'est un concept beaucoup plus large, on va dire, beaucoup plus général que la notion même d'ordre. Le rapport avec l'environnement, bien sûr, l'ordre juridique est censé, dans la conception normativiste, est censé donc être un système clos, c'est-à-dire que l'ordre juridique doit être conçu comme un ensemble clos, ne se confondant pas avec son environnement. Pourquoi? Parce qu'il est censé créer des règles pour réagir sur cet environnement et pour structurer la société. Donc l'ordre juridique doit être indifférent si on le compare avec l'environnement. Le système juridique, quant à lui, il interagit et doit concerner à la fois les ordres juridiques qui le composent, mais aussi il doit prendre en considération, il interagit aussi avec son environnement et l'environnement dans lequel il s'intègre. Il s'agit donc pour le système d'entrevoir des rapports d'intégration entre lui et ses éléments. Bien. S'agissant aussi de la relation qu'entretiennent les différents éléments entre eux au sein de l'ordre ou bien au sein du système, dans l'ordre juridique n'entrevoit qu'un rapport de subordination entre ces différents éléments, donc une structure qui est hiérarchisée. D'accord? Par contre, dans le système, on entrevoit des interactions entre les différents éléments qui peuvent aller donc dans le sens de la complémentarité, dans le sens de la collaboration entre les éléments du système. D'accord? Donc là, ce sont les éléments qui établissent ou qui permettent de distinguer, on va dire, entre ordre et système, les caractéristiques de l'ordre, les caractéristiques donc du système. Mais il se trouve que l'évolution de la réalité donc juridique et des problèmes qu'elle génère, certains ordres contiennent les critères d'un système juridique et certains systèmes juridiques contiennent les critères des ordres juridiques. Donc on va essayer de relativiser un petit peu cette distinction qui est une distinction donc assez rigide entre ordre et système, et on veut dire que ça ne répond plus à la réalité et même à la définition même d'un ordre juridique aujourd'hui. Alors c'est pourquoi on avait dit tout à l'heure que les grands maîtres du droit international préfèrent ne pas établir de distinction entre ordre et système et les emploient donc d'une manière presque identique. Donc, si on résume un petit peu ces caractéristiques, on va voir que l'ordre juridique, il traduit à la fois les idées, donc c'est un ensemble, bien entendu, hein. Donc c'est une caractéristique qu'on peut trouver dans l'ordre comme on peut trouver donc dans le système, avec une idée d'intégration. Alors cette intégration, est-ce qu'il s'agit d'une intégration donc pyramidale ou bien sous forme de réseau? Ça pourrait être hiérarchisé, comme ça pourrait être sous forme de réseau. Donc on est en train d'emprunter les caractéristiques du système dans la définition donc de l'ordre juridique. Et bien entendu, il y a l'idée de la complémentarité. La complémentarité entre les éléments, ce n'est pas simplement une relation donc hiérarchisée, c'est une relation aussi dans le sens de la complémentarité entre les composantes de l'ordre juridique. Donc finalement, l'ordre juridique doit lui aussi entretenir des relations avec son environnement et être donc adapté à son environnement. Donc finalement, on est en train de rapprocher les deux notions et on parle même d'analyse ou bien d'analyse systémique de l'ordre juridique. C'est-à-dire qu'on emprunte les caractéristiques du système pour analyser l'ordre juridique. La définition de l'ordre juridique ne pourrait plus être cette définition classique, elle doit intégrer quelques dimensions donc, de définition et d'analyse systémique. D'accord? Alors, on définit donc une définition, on va dire, beaucoup plus récente donc, de l'ordre juridique. L'ordre juridique est ainsi un ensemble d'éléments organisés en unités. Donc, on est dans la structuration de l'ordre juridique.
elle est formée, donc l'ordre juridique est formé par des unités. Alors, ces unités sont parfois de type hiérarchique, là on rejoint donc la hiérarchisation et la question donc pyramidale, ou de type réseau, qui signifie l'interaction et la complémentarité entre les éléments de l'ordre. Et ça, c'est un élément qu'on emprunte du système et non pas dans la définition donc, classique et originaire de l'ordre juridique. Alors, ces différents éléments sont en collaboration et s'intègrent à l'environnement auquel ils s'appliquent. Donc, on a finalement repris, on a donné une définition donc, finalement complète de l'ordre juridique qui reprend bien entendu certains critères, certains éléments de définition du système et on parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, même d'une analyse systémique de l'ordre juridique aujourd'hui. Bien, alors, les ordres juridiques, apparemment ce vers n'est pas une bonne idée, hein? Ou elle l'est? C'est clair pour vous? D'accord. Alors, les ordres juridiques, ils communiquent entre eux, donc on entre dans le thème donc, de ce cours. Une communicabilité qui pourrait être horizontale entre les différents ordres qui sont des ordres juridiques égaux, et elle peut être verticale. Là, on parle bien entendu du droit international par rapport au droit interne, parce que le droit international n'est conçu que supérieur à l'ordre national. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'une communicabilité ou d'une communication entre les ordres, mais cette communication est une communication verticale. D'accord? Alors, l'internationalisation des constitutions entre justement dans le cadre de cette communication verticale entre les ordres juridiques. D'accord? Alors, bien sûr, ça constitue aussi, ça entre aussi dans, comme je l'ai dit donc, dans l'introduction, l'inépuisable question des rapports entre droit interne et droit international. Donc c'est une question finalement qui ne finit jamais, c'est une question inépuisable, celle du rapport entre droit national et droit, bien droit interne et droit international, mais une nouvelle lecture en fait s'impose s'agissant de ces rapports-là. Alors, la notion de constitution ici, on va la prendre dans un sens donc, général, global, ça englobe toutes les définitions possibles donc, de la constitution, tant formelle que matérielle, que le processus même de la création ou bien de l'écriture de la Constitution. Finalement, le processus constitutionnel est concerné par notre cours. D'accord? Donc, on va prendre la Constitution dans son sens donc large. Tout le phénomène constitutionnel fait partie donc de cette analyse. Alors, l'internationalisation des constitutions désigne maintenant, au-delà de la simple influence du droit international sur les constitutions nationales, elle vise beaucoup plus. Elle vise l'intégration donc des règles du droit international dans les constitutions internes, mais ça a une répercussion très importante qui est celle de l'idée de standardisation des sociétés internationales. C'est-à-dire qu'il y a même ceux qui parlent d'une constitution internationale. On va dans l'acheminement donc vers une constitution internationale. Donc, l'essentiel est que cette idée d'internationalisation donc va au-delà de la simple influence du droit international sur les constitutions nationales à un phénomène donc de globalisation des solutions juridiques qui débouche sur une tendance à la standardisation des constitutions. Alors, puisqu'on a utilisé le terme de globalisation, donc c'est un phénomène de globalisation, l'internationalisation, ce n'est pas la globalisation non plus, donc deux concepts aussi différents. Donc l'internationalisation n'est pas la globalisation,
qui est un phénomène spontané, la globalisation est un phénomène spontané, alors que l'internationalisation, c'est un fait, donc, c'est un fait volontaire, en fait. Oui. Alors, les rapports sont aujourd'hui ceux d'une société globalisée dans les imbrications normatives. Donc, imbrication signifie donc l'interdépendance, en fait, des normes juridiques entre systèmes, modifiant donc considérablement les lectures classiques des rapports entre l'interne et l'international qu'on connaît donc dans la société westphalienne. D'accord ? Alors, le droit constitutionnel offre ici donc, un pont idéal, on va dire, qui va permettre, bien entendu, à travers le processus de l'internationalisation des constitutions, d'infiltrer le droit international dans les constitutions internes et aller jusqu'à une idée de globalisation des constitutions ou bien de l'internationalisation donc des constitutions à travers ce qu'on appelle la standardisation des constitutions, c'est-à-dire que les constitutions vont, il y aurait donc des éléments de standard dans les constitutions. C'est l'effet, on va dire, de l'internationalisation de ces constitutions. À distinguer aussi, bien entendu, l'internationalisation de la communautarisation. La communautarisation, elle dérive donc de la communauté européenne. Action de passer au niveau supranational. Vous connaissez donc le droit européen. Réunir donc les compétences au niveau européen pour les exercer de manière partagée, désignant donc le mode de fonctionnement des institutions de l'Union européenne et bien entendu le caractère supranational du droit donc européen ou bien de la norme européenne supra-constitutionnelle. C'est supérieur donc aux constitutions même. Par contre, l'internationalisation, elle ne tend pas à faire perdre à la Constitution son rôle ou bien son rang premier dans l'ordre juridique interne. Au contraire, elle est en train de revaloriser la Constitution et sa première place au niveau de l'ordre juridique. Donc l'objectif n'est pas le même, les techniques aussi ne sont pas les mêmes, raison pour lesquelles on distingue les deux processus. Alors, l'internationalisation ne prétend jamais mettre en cause la place supérieure de la Constitution dans le droit étatique. Sur ce point, vous pouvez donc aller vers l'ouvrage de Trompert sur le traité international de droit constitutionnel. Donc, il distingue très bien, il y a tout un chapitre sur la distinction entre ces deux processus. Alors, l'internationalisation des constitutions est l'illustration, en fait, du fait que la communicabilité entre les ordres juridiques est une réalité aujourd'hui dans cet environnement donc, de globalisation qui se traduit par interaction, enchevêtrement, imbrication, tant de normes internes que de normes internationales, et on va le voir aussi, même régionales. Alors, en fait, internationaliser un rapport juridique signifie qu'on va faire sortir ce domaine, ou bien cette question du droit interne, et la régir par le droit international. Donc, ça revient pratiquement à ce processus-là. Donc, c'est soustraire au droit interne, donc internationaliser un rapport, c'est le soustraire du droit interne qui le régit jusqu'alors et le placer sous l'emprise ou bien l'empire du droit international qui le régira dorénavant. Donc, vous en doutez, la raison pour laquelle on avait dit ça porte sur la question, en fait, on va dire, dans la toile de fond, on va trouver la question aussi du rapport droit interne, droit international. Donc, pourquoi? Parce que finalement, c'est le droit international qui va intégrer, pénétrer le droit interne,
et lui soustraire quelques domaines de l'activité et de normativité. Alors, le professeur Delbez l'a écrit depuis 1967. Il n'existe pas de principe de démarcation, là je cite bien sûr, il n'existe pas de principe de démarcation permettant de fixer un abstracto et, en termes généraux, la configuration de ce domaine réservé. Donc, il n'y a rien de précis, selon lui, qui va déterminer d'une manière définitive ce qui constitue le domaine réservé des États. Il y a ceux qui disent aussi que le domaine réservé, la compétence finalement nationale des États, n'est autre que ce que permet le droit international. D'accord? Donc, il n'y a donc pas de différence de nature entre matière internationale et matière interne, et le critérium qui permet de les distinguer est purement formel. Donc, si un domaine appartient aujourd'hui, ou bien une question appartient au domaine national, elle sera peut-être aujourd'hui, demain, pardon, appartenant donc au domaine international. Donc, il n'y a pas de critérium définitif, c'est simplement un critère formel de distinction entre domaine national et domaine international. Donc, le concept d'internationalisation, donc la source donc, de cette citation. Alors, pour Kelsen aussi, n'importe quelle matière peut être réglée par le droit international, car aucune matière ne se trouve par sa nature même, uniquement ou essentiellement dans la compétence interne des États. Donc, toute matière peut être régie par le droit international. Le problème est que cette matière qu'on est en train de régir, c'est justement le droit constitutionnel de l'État. C'est la constitution quand même de l'État et la pénétration donc, du droit international dans cette source qui est la source donc suprême dans l'ordre national. Alors ainsi, le droit international ne se résume pas aux affaires extérieures des États, donc c'est la conclusion qu'on peut tirer de la citation de Kelsen. Virali, par exemple, Michel Virali, pour lui, donc, l'évolution actuelle des rapports internationaux et de la technique des traités démontre de la façon la plus claire qu'il n'y a plus de domaine dans lequel le droit international ne puisse pénétrer. Donc, le droit international peut pénétrer n'importe quel domaine, y compris le domaine constitutionnel. Alors, par internationalisation maintenant des constitutions, des normes qui appartenaient à des ordres différents s'imbriquent, donc ordre interne, ordre international, ils s'imbriquent. L'internationalisation va perturber la notion donc d'ordre juridique hiérarchisé tel que défini par Hans Kelsen. Donc, l'internationalisation perturbe la lecture pyramidale de Kelsen dans son sens classique, car avec l'internationalisation, les ordres inter agissent. Les normes nationales, régionales et internationales s'imbriquent. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'imbriquer? On va le voir donc à travers donc, le processus de l'internationalisation qui va témoigner que, dans un contexte de globalisation, la communication des ordres juridiques est un fait et une réalité. Elle se fait donc à travers le transfert du pouvoir constituant à une autorité internationale, c'est-à-dire que c'est une autorité internationale qui va se substituer au pouvoir constituant de l'État. Et dans sa forme la plus douce, on va dire, c'est une pénétration des règles de droit international dans le processus constitutionnel ou bien dans la Constitution même, et qui est on va dire, une pénétration beaucoup plus douce, moins choquante que la première, là où une autorité internationale va se substituer carrément
à l'autorité constituante. D'accord? Donc c'est l'approche, on va dire, de secours. Alors, dans le transfert du pouvoir constituant, bien sûr, et la substitution d'une autorité internationale à l'autorité constituante nationale, ça se passe dans quel contexte? Dans le contexte de crise. Un État en conflit, un État en crise, c'est l'intervention internationale, l'intervention de la communauté internationale pour résoudre la crise. Ce qui fait que c'est la communauté internationale qui va se substituer au peuple, à l'État, à l'autorité nationale pour instituer les institutions politiques de l'État et, bien entendu, première chose à faire, c'est écrire une constitution pour un État qui est un État en crise. Donc vous en doutez que dans cette première partie, on va parler de la situation des États en crise, et là où l'autorité internationale va se substituer au Parlement des États, au peuple, pour l'écriture de la Constitution. Qu'elles donc interviennent par la substitution complète, ou bien qu'elles interviennent d'une façon donc, directe dans le processus constitutionnel de l'État. D'accord? Donc on va les voir avec beaucoup plus donc, de détails. Est-ce que l'approche est claire? Oui. Bien. Donc, le paradigme maintenant de l'internationalisation, la première partie donc, de ce cours, le paradigme de l'internationalisation des constitutions dans les États en crise, c'est un processus d'internationalisation adapté aux crises. Alors pourquoi j'ai ajouté ceci? Parce qu'en fait, l'internationalisation varie d'une situation à une autre. Elle varie d'un État à un autre. Pourquoi? Parce qu'elle s'adapte aux crises de ces États-là. D'accord? Donc, vous en doutez, on va parler de certains cas. On va traiter les questions cas par cas, parce qu'un cas ne ressemble pas à l'autre. Parce que les États vivent des crises donc différentes. Alors, la question principale, le lien sacro-saint peut-il être rompu? De quel lien sacro-saint je parle? Quel lien sacro-saint? Non, un lien sacro-saint, c'est le lien qui existe entre le peuple, origine de la Constitution. C'est un postulat, hein, et que la souveraineté nationale est à l'origine de la Constitution. Cette souveraineté nationale va se traduire par le peuple de l'État, la nation, les représentants de ce peuple qui vont écrire leur Constitution. C'est un lien sacro-saint depuis très longtemps. On ne touche pas au pouvoir constitutionnel de l'État, on ne touche pas au caractère donc, national de l'autorité qui va écrire la Constitution de l'État. Donc c'est un lien en fait sacro-saint. Alors avec l'internationalisation des constitutions, est-ce que ce lien sacro-saint est rompu ou bien pourrait être rompu? Donc vers la fin, si vous voulez, de ce cours, vous pouvez apprécier si finalement on peut répondre donc finalement à cette question-là. Alors, depuis les révolutions françaises et américaines, la théorie du droit constitutionnel donne un lien irréductible, donc plutôt au lien irréductible, entre peuple et pouvoir constituant un caractère sacro-saint. Donc, la Constitution est liée au pouvoir national représenté par le peuple ou bien par la nation. Alors, s'appuyant sur l'idée que le peuple ou la nation est l'unique détenteur de la souveraineté dans l'État. D'accord? Alors, il y a ceux qui nient le caractère de constitution à ce qui n'a pas été donc élaboré par une entité souveraine, par le peuple, par la nation. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour Tropper, dès le début donc, de cette intervention, on avait dit, il avait plutôt dit que
la Constitution est originaire ou bien elle ne l'est pas. Donc, si elle n'est pas originaire, ce n'est pas une Constitution. D'accord? Dans le même sens, on va trouver ceux qui vous disent que ce n'est guère que par antiphrase que de tels textes peuvent être qualifiés de constitution. Donc, ce ne sont pas des constitutions. Dans la mesure où fait défaut, qu'est-ce qui fait qu'il ne s'agit pas de constitution selon eux? Fait défaut quoi? Le pouvoir constituant comme étant la nation ou bien le peuple. D'accord? Donc, dans la mesure où fait défaut, là je cite bien sûr, dans la mesure où fait défaut ce vecteur exclusif du pouvoir constituant qui est la nation, comme sujet juridique et politique qui, depuis 2 siècles, est au principe même du constitutionnalisme. Donc, le fondement du constitutionnalisme, c'est le pouvoir constituant qui revient au peuple, à la nation, raison pour laquelle je l'ai qualifié d'un lien ou bien d'une relation sacro-sainte entre donc, le peuple et la Constitution. Alors, l'internationalisation vient justement perturber ce lien-là et vient perturber donc cette idée donc, bien instaurée. Alors, l'internationalisation, maintenant, on l'avait dit tout à l'heure, on va la voir dans la première partie, par rapport aux États en situation donc, de crise, et elle serait adaptée, bien sûr, aux crises des États. Et on va essayer un petit peu de systématiser en disant que parfois, cette intervention, elle varie d'une situation à une autre. Parfois, c'est une implication directe dont on va remplacer directement l'autorité constituante ou bien le pouvoir constituant. Parfois, on va intervenir d'une manière indirecte ou bien directe aussi dans le processus constitutionnel, ou bien on va dicter les principes qui vont régir le processus constitutionnel en amont. C'est-à-dire préalablement à la création de la Constitution, c'est le droit international qui va fixer la méthode et les règles qui vont mener ensuite à la Constitution ou bien à achever le processus constitutionnel dans un État. Donc, j'ai essayé de systématiser un petit peu. L'exercice, donc, l'internationalisation, elle est adaptée à l'importance de la crise que subit l'État. Elle peut varier donc de l'exercice du pouvoir constituant par un organe international à la place du peuple et de ses représentants. Elle peut aller jusqu'à l'implication internationale dans la désignation de l'organe constituant national, jusqu'à un encadrement de l'autorité nationale investie par la compétence d'élaboration de la Constitution, c'est-à-dire que le pouvoir serait un pouvoir national, mais la décision n'est pas nationale. Par la fixation en amont, donc des principes devant y être intégrés. Donc on fixe les principes qui devraient être intégrés dans la Constitution et on trace aussi le processus constitutionnel par le biais d'actes internationaux ou bien de sources internationales. Donc vous en doutez, c'est une dégradation du plus fort au moins fort. D'accord? On va commencer par la première et on va essayer d'intégrer les 2 autres. Alors, premier paragraphe, donc la substitution constitutionnelle. Alors, la substitution constitutionnelle, elle se fait donc dans le cas, bien sûr, de tutelle internationale. L'internationalisation de la Constitution correspond à une internationalisation du pouvoir constituant lui-même. Le pouvoir constituant, il est transféré à la communauté internationale qui se substitue aux représentants du peuple. S'exerce donc dans le mode de règlement de la crise, celle-ci étant donc envisagée comme une des modalités du règlement des différends. Alors, en quoi consiste ceci? Ça consiste dans le fait que l'idée de la
pouvoir constitutionnel est en fait, s'intègre dans un processus global qui est le processus du règlement d'un différend, ou bien d'une crise au sein de l'État. Donc, ça s'intègre généralement dans une opération donc, de maintien de la paix, ou bien c'est un processus qui suit une opération donc, de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, la substitution constituante a pu donc s'opérer dans le cadre de un traité international, une résolution des organes des Nations Unies, essentiellement le Conseil de sécurité, puisqu'on est dans le domaine donc, du maintien de la paix et de la sécurité internationale, ou bien par un accord donc, interétatique entre les États intéressés et les États qui sont impliqués dans la crise. Donc on va voir des exemples en fait qui entrent dans ces différents cas et exemples. Alors, l'internationalisation opérée au moyen d'un accord de paix. L'exemple de la Bosnie-Herzégovine, c'est une constitution pour un État donc défaillant. Alors, pour le cas de la Bosnie-Herzégovine, bien sûr, le problème est qu'on est face à un conflit en fait interne qui a été internationalisé par l'intervention donc d'acteurs internationaux, notamment des pays donc, de l'Union européenne, l'OTAN, etc. Ce qui fait que, dans ce cas-là, il y avait d'abord une intervention internationale dans le sens du maintien de la paix, dans un sens militaire, puis il y a eu une intervention, on va dire civile, dans le processus du rétablissement des institutions de l'État et la création donc d'une constitution et la création des institutions de l'État bosniaque. Il s'agit donc, la question qui se pose, est-ce que ce processus est un processus qui a été donc imposé par la contrainte ou bien par la nécessité? En fait, c'est une obligation créée par la nécessité. Pourquoi? Parce qu'il était à l'époque très difficile de déterminer le peuple bosniaque. Alors, il y avait bien entendu des différentes nations qui font qu'il y avait une guerre, il n'y avait pas de volonté de vivre ensemble. Finalement, une intervention internationale était indispensable et cette intervention, on va le voir, serait en sorte de création en fait de ce peuple, une création de l'État. Donc l'État n'est pas encore né et on va construire cet État et on va construire une constitution. Alors construire une constitution dans ce cadre-là revient à déterminer qui est le peuple, à qui on va donner le pouvoir donc, constituant et à qui on va donner donc, le pouvoir des institutions politiques. Alors la mobilisation militaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc par étapes, il y avait d'abord une intervention militaire, puis une intervention pour créer les institutions de l'État bosniaque. Donc la mobilisation militaire de la communauté internationale pour déployer donc, des opérations de maintien de la paix. Il y a eu l'implication de l'ONU, de l'OTAN, de l'OSCE, de l'Union européenne. Donc plusieurs acteurs internationaux sont intervenus dans le conflit donc, bosniaque. La communauté internationale, puis, s'est impliquée dans une deuxième étape juridiquement. Alors, il y a eu, bien entendu, vous savez qu'il y a eu donc les négociations et la création, l'adoption des traités, des accords Dayton, qui étaient à l'origine d'un compromis autour donc, de l'État bosniaque. C'était donc l'indépendance de l'État bosniaque, c'était la création de l'État bosniaque à travers donc, les accords de Dayton, ce qui est une entente en fait politique. À travers ces accords-là, il y a eu comme annexe la constitution bosniaque. Là, c'est une première en droit international, même en droit constitutionnel, qu'une constitution soit un annexe à une convention internationale. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Alors, pour cet État défaillant, est-ce qu'il s'agit d'une aide internationale?
Est-ce qu'il s'agit d'une imposition d'un système juridique par la communauté internationale? Ou s'agit-il donc d'une confiscation du pouvoir constituant d'une ingérence internationale pour imposer un système juridique? En fait, ceux qui étaient donc proches de la question bosniaque se sont rendus compte que c'est vrai qu'il y a une intervention internationale, qu'une autorité internationale s'est substituée au pouvoir constituant, mais que cette autorité, à côté des principes qu'elle a insérés et qui sont des principes donc, des autorités qui intervenaient donc, à l'époque dans la crise bosniaque, ont essayé aussi d'être plus proches de la société bosniaque et de trouver une solution qui est adaptée à la spécificité donc, de la société bosniaque. Alors le problème est que ce peuple est un peuple déchiré, absence donc de volonté de vivre ensemble, ce qui fait qu'on avait encore besoin d'identifier ce peuple déjà pour lui donner le pouvoir constituant. Alors, dans un État défaillant, donc, il est impossible de former un pouvoir constituant national, assumant clairement la volonté de vivre ensemble, tellement le peuple est un peuple donc divisé. La communauté internationale, en agissant au nom et pour le compte du peuple, donc elle s'est substituée donc au peuple bosniaque, opère véritablement la fondation, qui est très important dans ce cas-là, elle opère la fondation de ce corps, c'est-à-dire que c'est cette intervention qui a créé justement le peuple bosniaque, opère donc véritablement la fondation de ce corps politique en lui conférant son existence par la Constitution. Donc c'est la Constitution qui va cristalliser, on va dire, le peuple bosniaque et l'insérer dans la Constitution. Dorénavant, ce peuple est identifié par la Constitution qui a été créée par le biais d'une internationalisation. Alors, le problème donc, de la communauté internationale, que plutôt la communauté internationale résout, concerne directement la fondation même de l'État. Parce qu'on est en train de créer justement cet État-là. L'internationalisation par substitution totale d'un constituant international au constituant national peut être même fondatrice donc, de la souveraineté. Alors, qui a écrit finalement la constitution bosniaque? C'est un groupe d'experts en droit constitutionnel qui a été chargé d'élaborer le texte. Alors, la constitution allait former, plutôt l'autorité constituante allait former de 9 membres. Les 3 délégations des peuples serbes, croates et bosniaques, qui, bien entendu, se déchiraient à travers une guerre, donc un conflit interne, une délégation de l'ONU et les 5 du groupe de contact qui sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis. Alors, cette constitution est un texte sur mesure, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont essayé quand même de prendre en considération la spécificité donc, de la société bosniaque et de ce peuple qui est un peuple quand même fractionné. Alors, cette constitution est un texte sur mesure parce que ces délégations d'experts n'ont pas simplement transposé les dispositions issues des constitutions européennes et américaines, ils ont cherché à répondre réellement aux problématiques ethniques de la société bosniaque extrêmement divisée. Donc, ils ont essayé de cristalliser ce peuple tout en se rapprochant un petit peu donc, de la spécificité de la société bosniaque et du peuple bosniaque. Alors, c'était une première, en fait, en droit international, qu'une constitution soit une constitution annexée à un traité. C'est un annexe à un traité. Alors, cette constitution est un texte singulier, signé par un représentant de chaque communauté, les catholiques, les orthodoxes et les musulmans. Les 3 présidents ont signé le traité à côté d'autres entités internationales en tant que témoins. Donc, c'est le groupe qui a signé la Constitution, sachant que la Constitution a été écrite par des experts. D'accord?
Alors, les accords donc, de Dayton et la Constitution qui est constituée, donc l'annexe 4, elle a été donc signée par la même occasion et elle constitue l'annexe 4 donc, de l'accord. Après la Constitution, donc la question de la tutelle internationale demeure dans la mesure où le haut représentant plutôt de la Bosnie auprès de l'ONU, qui avait donc lui aussi un mandat établi à l'annexe 10 de l'accord de Dayton et qui a été, bien entendu, il exerce ses fonctions sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité. L'important est que cette personne-là, ce représentant-là, il était l'autorité suprême de l'interprétation des traités de Dayton, y compris la Constitution. Donc, il est l'autorité suprême de l'interprétation de la Constitution bosniaque. Donc, il constitue l'autorité finale en matière d'interprétation des accords de Dayton, y compris donc la Constitution. L'encadrement du respect de la Constitution, donc après, justement, on est dans la phase post-création de la Constitution. L'encadrement du respect de la Constitution bosniaque est en outre marqué par la présence de membres étrangers dans la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui existe au même temps que la Commission des accords de Dayton, qui est une commission, donc, bien entendu, fortement étrangère, fortement internationalisée. Un autre exemple, donc, si vous avez bien compris l'exemple bosniaque, un autre exemple, c'est la Constitution chypriote. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une étude de cas, finalement, parce que chaque État connaît une crise qui est différente des autres. Alors, la Constitution chypriote, elle est fondée donc, sur les fondements d'un règlement politique. Ce règlement politique sur la question chypriote est un règlement qui a été établi par des autorités et par des États étrangers, et il n'y avait même pas de représentation du peuple chypriote. Alors, ont été curieusement établis par une conférence réunissant à Zurich les représentants de la Grande-Bretagne, de la Grèce et de la Turquie, mais où les Chypriotes n'étaient pas représentés. Donc, finalement, ces autorités-là étaient, en quelque sorte, les parrains de cette constitution. Alors, l'accord sur la structure de base imposait un système bicommunautaire. Il devrait permettre la rédaction d'une constitution par une commission composée de représentants de la Grèce et de la Turquie et des deux communautés chypriotes. La Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne, donc vous en doutez, il y avait eu dans ces problèmes, les problèmes s'agissant donc de l'entente entre les Turcs et les Grecs, s'agissant donc du cas chypriote. La Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne se sont accordés sur l'exercice d'un pouvoir constituant sans peuple ni représentant élu. Donc, une substitution, encore une fois, totale à l'autorité constituante nationale. L'objectif de la substitution internationale est donc, ici et moins, la dépossession du peuple de son pouvoir que la résolution d'une crise, parce qu'on était face à une crise, en fait, internationale et qu'il fallait donc trouver une issue. Donc, c'est la substitution internationale. Un peuple qui n'arrive pas à vivre ensemble, un peuple divisé, et bien entendu, il fallait trouver une solution internationale. Le système devrait ainsi être rapidement bloqué en novembre 1963 et le président proposait la révision de la Constitution. Le gouvernement turc s'opposait à toute réforme, il faisait jouer son droit d'intervention et l'ONU devrait intervenir
donc à travers ces casques bleus. Les représentants turcs se retirent du Parlement, de la Haute Cour et de la Cour constitutionnelle. Donc, vous en doutez, la Constitution a été bloquée. Donc, la Constitution ne pouvait plus dès lors être appliquée et une république turque du nord du Chypre est constituée, consacrant la séparation totale des deux communautés. Donc, si la première solution, s'agissant de la Bosnie-Herzégovine, a abouti à une réunification d'un peuple qu'on appelle aujourd'hui le peuple bosnien, dans le cas du Chypre, c'est un cas d'échec de cette constitution internationalisée plutôt. La constitution du Kosovo, alors pour le Kosovo bien sûr, le problème c'est l'idée de la proclamation donc, de l'indépendance, puis il y a eu l'intervention étrangère, l'intervention internationale, notamment de l'Union européenne et de l'OTAN, ce qui fait que on a encouragé, si vous voulez, la population ou bien les Kosovars à l'indépendance, et il y avait même un problème de reconnaissance prématurée de l'État du Kosovo. Alors la communauté internationale, sous les auspices de l'OTAN, décida d'intervenir dès qu'on avait décidé de lutter pour l'indépendance. Ils les ont encouragés par une intervention donc, directe de l'OTAN sur la base du fait qu'il s'agit donc d'une atteinte à la paix et la sécurité internationale. Donc ce conflit portait donc finalement atteinte, avait des répercussions sur la paix et la sécurité internationale, ce qui a légitimé, selon eux, l'intervention de l'OTAN dans la crise. Et il y aurait par la suite, ce qui est plus important, l'intervention de l'ONU. Et le Conseil de sécurité, dès qu'il y a donc dans ce cadre-là atteinte à la paix et à la sécurité internationale, va intervenir. Alors, il va intervenir à travers la résolution 1244. Le Conseil de sécurité va déployer sous ses auspices une présence internationale, civile et militaire. Il y en a les forces internationales au Kosovo. Et il va permettre au secrétaire général d'établir une administration intérimaire sur le Kosovo, ou bien pour le Kosovo. Le rôle de cette administration, c'est bien entendu d'établir donc les institutions politiques et essentiellement, et on commence déjà par la constitution donc, du Kosovo. Donc l'ONU intervient sur deux volets, l'un militaire, l'autre civil. Le Kosovo donc fut sous tutelle internationale vers la fin donc, de la guerre, administré par la mission administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Le Kosovo, force de l'OTAN, s'occupait de la sécurité. Donc l'administration revient à l'ONU, l'OTAN s'occupait de la question donc, militaire. L'intrusion internationale est antérieure ici, comme on l'avait dit, à l'existence juridique de l'État. Et c'est justement cette intervention-là qui a accéléré, avec la reconnaissance, bien entendu, internationale de l'État du Kosovo, qui est une reconnaissance prématurée, ils ont accéléré donc le processus de création de l'État du Kosovo. Elle est donc plus une forme de résolution de deux conflits internes entre la République donc, yougoslave et sa province de Kosovo, mais aussi résoudre aussi le conflit entre les Albanais et les Serbes du Kosovo, parce que là encore, on a un peuple qui est un peuple déchiré. La constitution de 2008 du Kosovo, elle est écrite par les services de l'ONU. Là, on parle de l'internationalisation de la constitution. Elle est écrite par les services de l'ONU, assistée par des experts occidentaux. Approuvée par qui? Par le représentant civil international, donc par l'administration internationale.
puis promulgué par le président du Kosovo avant d'être adopté par l'Assemblée en 2008. Alors, adopté par l'Assemblée, mais l'Assemblée n'avait rien discuté. Donc, c'est sans débat. Simplement en se levant, donc on a adopté la Constitution. Donc le vote à l'Assemblée s'est déroulé sans débat parlementaire et en se levant simplement. Alors la Constitution, en fait, ne fait que reprendre les dispositions prévues sur le plan par le plan donc, de l'émissaire spécial de l'ONU à Addis Ali. Alors, dans ce plan-là, on prolonge le contrôle international, c'est la Constitution même qui prolonge le contrôle international, la mise en œuvre de l'indépendance supervisée proposée par le plan Addis Ali, ou la proposition globale du règlement portant le statut de Kosovo. Alors, dans ce plan-là, la Constitution revoit clairement dans ses articles 146-147, donnant ainsi la supériorité à cette décision politique. Donc c'est une décision finalement qui est supérieure à la Constitution même. Deuxième type donc d'internationalisation, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, c'est l'implication internationale dans le processus. Ce n'est pas une substitution à l'autorité constituante, mais c'est une implication dans le processus constitutionnel. Alors l'internationalisation ici repose moins dans la désignation de l'organe constituant que dans l'exercice de la fonction constituante elle-même. L'emprise internationale sur le processus constituant interne donc, est confirmée. L'intervention internationale ne porte pas sur l'existence même de l'État comme on l'a vu dans les autres cas, mais elle va porter sur les principes constitutionnels. Beaucoup d'exemples sont donc à évoquer. L'Allemagne, bien sûr le Japon aussi, le Cambodge, l'Afghanistan, Timor oriental, l'Irak, etc. Donc, ils sont bien entendu rapprochés, mais ne sont pas finalement identiques dans la mesure où chaque crise est assez quand même spécifique. Alors, dans tous ces cas, l'emprise internationale dans le processus constituant interne, ce sont des acteurs internationaux qui définissent tout seuls les modalités et les conditions d'élection de l'Assemblée constituante dans les processus constituants. C'est-à-dire que c'est à travers des textes internationaux qu'on va déterminer comment on va choisir le pouvoir constituant. Même s'il y aurait un Parlement qui serait élu, mais la détermination des conditions et même du mode de scrutin et même le nombre des parlementaires serait tout déterminé par des textes internationaux. Alors, l'organe international agit sur le fondement de véritables actes juridiques internationaux, donc qui sont rattachés à l'ordre juridique international. Donc, il trouve son fondement dans l'ordre international et non pas dans l'ordre national. L'internationalisation donc, des constitutions se réalise soit par une implication directe qui constitue dans la détermination préalable de l'organe constituant, soit indirecte, c'est-à-dire dans le processus constitutionnel. Donc, un organe international chargé de conduire la période transitoire devant mener à la mise en place d'une constitution. Donc, ce n'est pas le pouvoir national, c'est une autorité internationale qui va déterminer tout le processus. Et on va commencer par la détermination du pouvoir constituant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va élire ou bien former le pouvoir constituant lui-même. Tout ceci, on va le trouver dans des textes internationaux et non pas dans des sources nationales. Alors, cet organe donc, international, il aura la charge d'élaborer les textes relatifs à la conduite du processus électoral. Dans le cadre d'États déjà indépendants, on peut prendre l'exemple
l'exemple, par exemple, du Cambodge, qu'on va voir aussi, ou dans des territoires devant accéder à l'indépendance, comme c'est le cas, par exemple, de la Namibie ou encore du Timor oriental. Donc, c'est le schéma qu'on va suivre maintenant. Donc, c'est une autorité extérieure, en fait, au territoire à qui on confie donc la compétence d'établir les règles devant gouverner le processus constitutionnel et la désignation notamment de l'organe constituant. Cette autorité va désigner aussi les normes qui vont guider le processus électoral. Tout ceci serait donc des règles élaborées par des règles qui dérivent donc du droit international et non pas national. Si je prends la déclaration par exemple du président Geingob, il reconnaît bien entendu le soutien international de son pays, le soutien international de son pays à l'indépendance. Il parle donc de la Namibie. Il dit que la Namibie est l'enfant de la solidarité internationale et que sa sage-femme, c'est l'ONU. C'est-à-dire que c'est un nouveau-né de l'ONU. Donc, ceci pour remercier bien entendu l'ONU lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU en 2015. Donc, c'est sur la base de différents accords internationaux que l'Afrique du Sud, si on prend l'exemple de la Namibie ici, on va développer l'exemple de la Namibie. L'Afrique du Sud, vous savez que l'Afrique du Sud avait donc la tutelle sur la Namibie par des accords internationaux et par des résolutions notamment donc, de l'ONU. Alors, c'est sur la base de différents accords internationaux que l'Afrique du Sud a obtenu le pouvoir de conduire le processus de transition. La compétence donc, de l'administrateur général sud-africain trouve son fondement non pas dans un texte de droit interne sud-africain, mais dans un texte de droit international. La constitution namibienne, les grands principes qui se trouvent dans la constitution ont été posés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a déterminé au préalable les principes qui seront insérés dans la Constitution, les principes concernant l'Assemblée constituante, la Constitution même de la Namibie indépendante. Donc, tout ceci a été donc, créé par des textes internationaux, notamment donc, les résolutions du Conseil de sécurité, essentiellement, on va dire, la résolution 435, qui, elle aussi, avait créé la médiation donc, du groupe de contact qui avait produit des documents qui étaient donc les documents nécessaires qu'on avait suivis dans l'écriture de la Constitution namibienne. Alors, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud devait nommer un administrateur général pour la Namibie, chargé de conduire le processus de transition. D'après ces mêmes résolutions, cet administrateur avait la charge d'élaborer l'ensemble des règles gouvernant l'organisation et le déroulement du processus électoral. Donc, le pouvoir constitution et tout le processus électoral. Donc, tous les aspects de la procédure électorale sont prévus par la résolution 435. La détermination des personnes habilitées à participer au processus électoral, c'est-à-dire les électeurs, les conditions de l'électeur, l'établissement des règles devant garantir l'ensemble des libertés civiles et politiques qu'on va intégrer dans la Constitution, le déroulement sincère et régulier du scrutin, le mode de scrutin, l'échéancier précis donc, des dates d'ouverture de campagne électorale, les élections elles-mêmes et l'établissement des listes électorales. Donc tout est prévu, même dans les petits détails, de ce que pourrait être donc, le processus
électorale, le processus de la création, donc, ou bien de l'écriture de la constitution namibienne. La constitution du Timor oriental, un accord donc conclu entre, là aussi la base c'est un document international, donc un traité, mais aussi des résolutions de l'ONU, dans une double source. Un accord conclu entre le Portugal, puissance administrante, et l'Indonésie, puissance occupante. Il confie à la communauté internationale, à travers l'ONU, la mission d'organiser une consultation électorale sur ce territoire du Timor oriental. Donc on a commencé par une consultation, sorte de référendum, et on avait donc opté pour l'indépendance. À partir du moment où il y a eu l'indépendance, on s'est lancé dans le processus constitutionnel, création d'une constitution, l'établissement donc du processus électoral, etc. Tout a été donc déterminé par des textes internationaux, des traités et notamment des résolutions donc, de l'ONU. Donc les Estimorés s'étaient prononcés à une forte majorité en faveur de l'indépendance et donc du détachement du territoire à l'Indonésie, s'engage alors un nouveau processus visant l'établissement des institutions du nouvel État. Donc, voilà, l'administration, bien entendu, temporaire ou bien provisoire, elle a adopté le règlement qui concernait l'élection d'une assemblée constituante chargée d'élaborer une constitution de l'État indépendant et démocratique du Timor oriental. Donc, la décision de la création d'un pouvoir constituant n'est pas nationale, elle est internationale. Et le processus constitutionnel n'est pas national, il est international, même si on a prévu donc l'élection d'un pouvoir constituant. Mais la décision, elle n'est pas nationale, elle est internationale. Dans ce contexte, donc, l'autorité d'administration prévoit la nature et la composition de l'Assemblée constituante, les modalités de sa désignation et les conditions d'exercice par celle-ci de sa mission. Donc, d'après l'administration transitoire, l'Assemblée doit comprendre, on va même dans les détails donc, du processus, l'Assemblée doit comprendre 88 membres, doit être monocamérale. La désignation de ces membres est répartie entre les districts qui désignent chacun un membre, alors que 75 d'entre eux sont élus à la proportionnalité. Le délai dans lequel celle-ci doit rédiger la Constitution et la majorité nécessaire pour l'adoption de la Constitution. Tout est tracé donc par des textes internationaux, même si le pouvoir constituant est un pouvoir qui est élu par le peuple, même si ce pouvoir il est national, donc le processus est un processus international. La constitution du Cambodge. Alors, la crise du Cambodge, c'est une crise donc profondément interne, mais qui a été donc finalement internationalisée par l'ingérence, notamment des États voisins. Donc, il ne s'agit pas d'une crise liée à l'autodétermination, parce que déjà le peuple existe, d'accord? Alors, le fondement de l'internationalisation ici, c'est un accord de paix impliquant des acteurs internes et des acteurs internationaux. L'accord donne à l'organe international l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge la compétence de la conduite du processus de désignation de l'organe constituant, la détermination de l'ensemble des règles électorales qui sollicitent l'avis du Conseil national, mais c'est un simple avis donc, du Conseil national et qui va représenter bien entendu le peuple cambodgien. Alors la mission de l'administration transitoire, sa mission c'est d'abord de consulter le Conseil national
dans le cadre de l'élection, mais c'est cette administration qui va, elle seule, hein, superviser et préparer donc la réalisation technique du processus donc, constitutionnel. Bien, donc l'élaboration de la loi électorale fut par le Conseil national. Sa promulgation fut le fait des responsables de l'administration provisoire, donc la promulgation n'est pas nationale. Ces responsables donc disposent de la compétence de modifier certaines de ces dispositions, donc non seulement ce sont eux qui adoptent le texte, mais ils ont la qualité de modifier aussi les dispositions si ces dispositions-là ne sont pas en conformité avec les accords de Paris qui étaient donc les accords de référence, les accords de paix. Donc l'accord de Paris va déterminer aussi les modalités de la représentation du peuple cambodgien. Il fixe le nombre des représentants de l'Assemblée constituante, les délais d'élaboration des nouvelles constitutions cambodgiennes, transformation de l'Assemblée constitutionnelle en une Assemblée nationale pour la désignation du gouvernement. Il fixe les modalités des élections ayant choisi le modèle proportionnel et les modalités de la création aussi des partis politiques. Donc finalement, tout est tracé par des textes internationaux, y compris la transformation du pouvoir constituant en un pouvoir donc, parlementaire ordinaire pour le choix donc, du gouvernement qui va prendre le pouvoir exécutif. Donc finalement, tout est tracé par des textes internationaux. Alors, certains cas, ou bien d'autres exemples d'États, démontrent une implication internationale pour un processus qui est beaucoup, assez spécifique quand même, qui consiste en la déconstitutionnalisation pour la constitutionnalisation. C'est-à-dire qu'on détruit le système constitutionnel existant et qu'on va créer un nouveau système constitutionnel. On détruit l'existant, la constitution existante, et on crée une nouvelle constitution pour cet État. C'est le cas de ces États-là, l'Allemagne, l'Afghanistan, le Japon. Donc je vais passer rapidement sur ces exemples-là. Alors, l'effondrement donc de l'ordre juridique. Alors, l'effondrement de l'ordre juridique de ces États, suite à leur défaite dans le cadre de conflits internationaux, les puissances victorieuses mettent en place des opérations de reconstruction pour restaurer les structures institutionnelles et les infrastructures de l'État. Donc, on détruit pour reconstruire. Donc, c'est une décision destructuante et reconstituante. La loi fondamentale allemande, la décision de l'élaboration de la loi fondamentale allemande a été adoptée donc en 1949, je passe donc rapidement. Elle trouve son origine dans une décision prise en 1948 par les 3 gouverneurs occidentaux dans le document donc, de Francfort. C'est une décision extérieure, décision constituante extérieure. Il s'agit donc d'actes juridiques dont l'objet est de recourir à l'élaboration d'une nouvelle constitution, décidant ainsi d'abroger, de suspendre ou d'anéantir l'ancienne constitution. Et l'objectif est le même, donc mettre en place des institutions en adéquation avec les idées et les idéologies portées par les puissances dominantes. Dans ce cas-là, on a des États vainqueurs, bien sûr. Même remarque pour la constitution donc, du Japon. Donc, c'est sous le commandement du général MacArthur, qui est le commandant plutôt du Grand Conseil général allié, qu'on a pris donc la décision de mettre en place un nouveau cadre juridique. On détruit l'ancien et on met en place un nouveau cadre juridique. C'est aussi le cas, comme on peut le voir dans la constitution afghane, sachant que pour la constitution afghane aussi,
Et le cas d'Afghanistan, c'est une intervention qui a été sollicitée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et il y a une intense activité internationale sous les auspices des Nations Unies qui a, bien entendu, suite donc au conflit armé en Afghanistan. Alors, la conférence internationale avant, sur l'Afghanistan. Donc, tout a été tracé dans le rapport du rapporteur Lakhdar Brahim, le représentant donc, du secrétaire général. Donc, c'est pratiquement donc, le même cas que l'Allemagne. Donc, sur le fondement de ce rapport, on a créé la conférence donc, internationale de Bonn sur l'Afghanistan. L'objectif, bien sûr, c'est de mettre une administration provisoire du pays et établir des institutions stables qui vont, bien entendu, créer et générer le processus constitutionnel. Le caractère international du processus de désignation de l'organe constituant en Afghanistan, il repose sur la tutelle extérieure, la légitimité internationale préalable. Donc, je passe très vite, on a mis beaucoup de temps, bien qu'on a commencé un peu tard. Donc, l'accord, il contient dans ses dispositions la décision constituante, c'est-à-dire que dans un accord international, on trouve la décision de créer une constitution. Il s'agit bien d'un processus sous tutelle internationale dont la validité repose sur un accord préalable et sur une décision donc, du Conseil de sécurité. Le Conseil va valider après le processus. Donc, c'est le Conseil qui contrôle lui-même son processus et il garantit l'application conforme à l'esprit des engagements internationaux des Afghans vis-à-vis de la communauté internationale. Le cas de la constitution de l'Irak, donc vous savez, le cas assez spécifique pour l'Irak parce que l'intervention internationale plutôt des autres États n'était pas une intervention donc, sollicitée par l'ONU, donc ce qui fait que ces puissances-là se sont transformées après leur victoire en puissance occupante de l'Irak, ce qui change bien entendu la situation. Donc on parle notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Alors la décision, c'était bien entendu de détruire le système existant et de construire un autre système nouveau, bien que ce système, alors comment la Constitution a été élaborée, on a l'accord du 15 novembre 2004, qui est réputé avoir donc, conclu entre le Conseil du gouvernement irakien et le proconsul Paul Bremer. Alors cet accord donc, a donné naissance, bien entendu après, à la Constitution permanente, celle de 2005, donc je passe très vite, remplacée aujourd'hui par la Constitution de 2005, approuvée par un référendum et rédigée par les membres du comité de rédaction constitutionnelle irakienne. Donc, même si le processus il est national, la décision, elle n'est pas nationale, elle vient de l'extérieur, c'est une externationalisation de la décision. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples aussi s'agissant donc des pays africains. Le problème avec les pays africains est que leur crise, c'est une crise permanente. Il y a ceux qui disent que la crise dont souffrait l'État africain serait une crise permanente. Mais la spécificité, on va dire, pour ces pays-là, est qu'on a l'intervention de l'Union africaine et des institutions africaines à côté de l'intervention internationale, ce qui fait qu'on a l'imbrication des normes régionales avec les normes internationales. Donc je passe quand même assez vite. Beaucoup donc d'exemples. Dans la crise ivoirienne, désolée parce que je passe un peu vite. Alors, dans
œuvre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, et que dans ces pays-là, il y avait une crise, et que ces crises-là étaient des crises donc, rattachées au problème donc, de conflits internes entre les fractions donc, populaires ou bien entre les divisions populaires de ces États-là, ce qui fait que finalement il y a une intervention internationale pour le rétablissement de la paix, une intervention dans le sens militaire, mais aussi une intervention pour la création des institutions de l'État, constitution y comprise, et c'est ce qui nous a donc concerné tout à l'heure. Alors, la deuxième partie, c'est cette idée d'internationalisation dont je parlais lors de l'introduction, c'est cette infiltration en douceur du droit international dans les constitutions nationales. Donc, c'est un processus de pénétration du droit international en droit constitutionnel. Alors, ici, donc, l'internationalisation des pouvoirs, c'est un phénomène contingent, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est occasionnel, mais ici, c'est structurel. Lorsqu'on parle donc au niveau de cette deuxième partie, c'est un phénomène structurant, en fait. Le patrimoine donc, commun des sociétés politiques, il s'agit donc d'une internationalisation du contenu matériel des constitutions. Le droit constitutionnel réalise la meilleure vision des standards internationaux et ceci va participer, comme on l'avait dit dans l'introduction, à une sorte d'harmonisation des constitutions des États, quitte à ce qu'il y a certains qui parlent d'une constitution donc, internationale. Alors, fait partie donc, du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, les droits de l'homme dans leur universalité, mais aussi la question essentielle et primordiale de la légitimité démocratique, aboutissant à une standardisation institutionnelle. Donc, c'est autour de la question des droits de l'homme et autour donc, de la légitimité démocratique. Alors, l'internationalisation par la standardisation du contenu constitutionnel autour de l'universalité des droits de l'homme. Donc, la standardisation ici est basée, fondée sur l'universalité des droits de l'homme. Alors, puisqu'il s'agit d'un contenu quand même assez connu, je vais y passer donc très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'un standard d'abord? Un standard, c'est une référence, c'est un type, c'est une mesure, c'est un modèle. Donc, on a un modèle finalement à suivre dans les constitutions. Et c'est l'œuvre, bien entendu, de cette partie-là. Alors, la standardisation, c'est un processus de formulation de standards qui assure, bien entendu, 3 missions. Mission de persuasion, de légitimation et de généralisation. C'est-à-dire qu'on est convaincu par certaines valeurs, la Constitution serait légitimée dès qu'elle intègre donc ces valeurs, et finalement, si toutes les constitutions vont intégrer ces valeurs-là, il y aurait une sorte de généralisation. Alors, l'impact de ce phénomène d'internationalisation se fait sentir dans la plupart des constitutions, mais d'une manière différente. Alors, je vais résumer un petit peu donc, oralement, parce que la plupart des constitutions aujourd'hui intègrent donc la question des droits de l'homme dans leur constitution, qu'ils le fassent au niveau de leur préambule ou bien au niveau du corps du texte même. L'essentiel est que même ceux qui consacrent donc, cette idée, ils la consacrent dans le préambule, ils la consacrent finalement tout en donnant le caractère donc, constitutionnel, la valeur constitutionnelle au préambule. Donc, pratiquement tous les États aujourd'hui intègrent dans leur constitution une série donc, de droits de l'homme, droits et libertés, qui sont reconnus comme ayant une valeur universelle. Alors, bien sûr, il y a des textes qui sont donc universels et qui eux-mêmes donc obligent les États à intégrer les droits qu'ils contiennent dans leur ordre juridique, y compris dans leur ordre, plutôt dans leur constitution.
Bien sûr, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la déclaration, bien qu'il s'agisse donc d'un texte qui n'est pas contraignant, mais qu'on trouve dans la plupart plusieurs constitutions comme intégrée dans la Constitution. On peut donner l'exemple de l'Espagne ou bien de l'Argentine qui incorporent donc la déclaration. Il y a des États qui donnent bien sûr le volet, donc la reconnaissance régionale des droits de l'homme, la Convention européenne, la Convention américaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a des États donc qui insèrent tout un catalogue de conventions et de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc ils font renvoi à tout un catalogue de traités qui portent sur les droits de l'homme. On peut donc donner l'exemple de la Constitution de l'Argentine. Alors, parfois les États ils font donc recours à la Commission de Venise pour vérifier si l'écriture de leur Constitution, ils sont en train d'écrire la Constitution, si elle répond aux normes internationales et aux standards internationaux. Chose qu'avait faite, bien entendu, la Tunisie lorsqu'elle avait écrit la Constitution de 2014. On sait que la Tunisie a envoyé donc une lettre par le président de l'Assemblée nationale à la Commission de Venise sur le projet final de la Constitution. Et la Commission a donné son avis, ce qui fait que c'est une bonne chose. Donc c'est une initiative, en fait, de la part de l'Assemblée constitutionnelle qui témoigne du souci de la constituante d'écrire une constitution qui soit conforme aux standards internationaux. Donc, bien sûr, ça va de l'image de la Tunisie à cette époque-là, qui a suscité donc l'intérêt de l'opinion publique internationale après la Révolution. Alors, dans la constitution tunisienne et dès le préambule, on a l'Assemblée constituante qui exprime son rattachement, je cite, aux valeurs humaines et aux principes universels et supérieurs des droits de l'homme. Ce qui fait que ces valeurs humaines ont une valeur donc constitutionnelle. Dans la Constitution, je parle de la Constitution de 2014. Donc c'est là une reconnaissance explicite de la suprématie de tels principes qui forment aujourd'hui des standards internationaux. Mais même si on avait intégré toute une liste relative aux droits individuels et tous les types donc, de droits civils et politiques dans la Constitution, dans le chapitre 2, mais malgré cela, on était quand même assez loin de l'article de la Constitution de 59 qui prévoit la reconnaissance. Donc là, je vous donne le texte de l'article 5 de la Convention de 59. La République tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acceptation universelle, globale, complémentaire et interdépendante. Donc les constitutions de l'après-révolution n'ont pas intégré donc, ce type de texte et ils se sont contentés de listes donc, sans âme, on va dire, de citations donc, de droits et des libertés individuelles. La restriction des droits, elle aussi, obéit à des standards internationaux parce que on peut réduire les droits, on peut les restreindre, mais tout en respectant, bien entendu, les standards internationaux, surtout qu'il y a certains droits qui ne peuvent pas être... oui, voilà, donc même en temps de... même s'il y a donc une menace ou un danger à l'ordre public. Oui, des droits, donc il s'agit du droit à la vie, du droit à l'interdiction de la torture, des peines, traitements cruels, inhumains, dégradants, l'interdiction de l'esclavage, donc l'emprisonnement pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, la légalité des crimes et des peines, la reconnaissance en tout lieu de la personnalité juridique de chacun, la liberté de pensée, etc.
Alors, une fois ces droits et libertés sont insérés dans les constitutions, on entre dans une autre forme de standard et qu'on doit donner à ces individus le droit de proclamer leurs droits et aussi le droit de défendre leurs droits s'il y a une atteinte à ces droits-là. Donc, ceci nécessite le droit à l'accès à la justice et ça nécessite aussi l'établissement d'une cour de justice, au moins, donc constitutionnelle. Donc, ça entre aussi dans les standards internationaux. Alors, si on passe à la deuxième donc, idée, et que l'ancrage ici porte sur les institutions démocratiques. Et là, bien entendu, on parle des valeurs donc, qui portent sur la démocratisation. Alors, si on prend par exemple l'avis de Boutros Ghali dans son agenda pour la paix, tout comme dans cours à l'Académie de droit international, il utilise les termes de valeur pour désigner quoi? Pour désigner la paix, le développement et la démocratisation. Alors, le principe de la légitimité démocratique est devenu une valeur qui va rendre homogènes les constitutions internationales, les constitutions des États plutôt. Alors, plusieurs instruments internationaux encadrent cette notion. L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc sans le citer, l'article 25 du pacte relatif aux droits civils et politiques, l'activité donc des instances universelles aussi consacre le principe, si on prend donc le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ou bien encore le Conseil des droits de l'homme qui relie la question à la participation à la dignité humaine. Les États consacrent le principe de la légitimité démocratique dans leur préambule. C'est le cas de la Constitution béninoise, donc sans entrer de la Constitution burundaise, de la Constitution du Sénégal. Donc, j'ai choisi des exemples donc, qui portent sur l'Afrique parce que la question de la démocratie est censée être résolue dans les pays occidentaux. Donc, une revalorisation du droit constitutionnel. L'internationalisation des constitutions ne se limite pas au niveau donc, de la restauration de la suprématie constitutionnelle et la garantie du respect des droits et libertés fondamentaux de l'homme. Elle va jusqu'à revaloriser le droit constitutionnel des États concernés. C'est-à-dire que c'est vrai que le droit international va infiltrer ces constitutions-là, mais ceci pourrait être au bénéfice, si on prend le deuxième volet donc, de l'intervention, ce serait au bénéfice de ces constitutions-là qui seront revalorisées en tant que normes supérieures, mais aussi par leur contenu, qui serait un contenu qui contient donc des valeurs universelles. Donc, l'adhésion au principe de la légitimité démocratique est devenue donc une condition d'octroi d'aide et de rééchelonnement de la dette française aux États franco d'Afrique. Et on sait aussi que implicitement, il est exigé pour des prêts et sur le plan des institutions donc, financières internationales aussi. Donc ça devient finalement un critère pour l'octroi des dettes. C'est consacré dans certains instruments internationaux, donc, tels que l'accord de Lomé 4, qui fait de la légitimité démocratique toute une condition pour le bénéfice donc, de l'aide de l'Union européenne aux États. La conditionnalité donc, démocratique, dans le cas aussi de l'Union européenne avec les pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique. L'accord de partenariat conclu au Bénin aussi. Donc, il fait de la promotion de la démocratie et de la stabilité une condition. Donc, finalement, la question de
de la démocratie, de l'instauration des standards démocratiques dans les constitutions, devient aujourd'hui, tant au niveau donc, régional qu'universel, une condition pour l'octroi des prêts, par exemple, le rééchelonnement, donc les dettes, etc. Ce qui fait qu'on peut se demander, est-ce qu'on est face à une obligation soft, c'est-à-dire que finalement les États ne sont pas obligés d'intégrer ces standards-là dans leur constitution, mais en fait, est-ce qu'ils sont finalement contraints à le faire parce que, de part, c'est la reconnaissance sur le plan international, mais aussi ça pourrait être une condition pour l'octroi de dettes ou bien pour le rééchelonnement, donc l'octroi de prêts ou bien le rééchelonnement des dettes. Alors, sans entrer dans les détails, si vous pouvez donc me donner vos emails, je vais donc vous envoyer le cours sans problème. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Alors ici, bien sûr, on est dans la... voilà. J'aimerais passer donc juste à l'exemple tunisien. Donc, dans le cas de la Cour africaine, donc des droits de l'homme et des peuples, on sait qu'elle a récemment donc appelé l'État tunisien à rétablir la démocratie constitutionnelle dans un délai de 2 ans. Donc cette décision, elle concerne donc l'affaire Ibrahim Belrif contre la République tunisienne. Alors ça s'insère dans le cadre du fait que est-ce qu'on est contraint d'insérer ces standards ou bien est-ce qu'on le fait de notre propre volonté. On le fait de notre propre volonté, mais finalement on est quelque part dans l'obligation de le faire. Alors la Cour ordonne à l'État défendeur d'abroger les décrets qui ont été donc adoptés après le 25 juillet, de rétablir la démocratie constitutionnelle dans un délai de 2 ans à titre de mesure de restitution. Donc, rétablir la démocratie constitutionnelle devient une obligation qui nous provient de l'extérieur, c'est dire que la question de la démocratisation des constitutions est devenue un impératif aujourd'hui. La Cour réitère également que le fait de n'avoir pas mis en place la Cour constitutionnelle crée un vide juridique important et elle ordonne à l'État tunisien de mettre en place la Cour constitutionnelle comme organe judiciaire d'équilibre des institutions de l'État défendeur, donc de l'équilibre des pouvoirs. Et la levée de tous les obstacles juridiques et politiques qui entravent cet objet dans un délai de 2 ans. La commission de Venise, elle est elle aussi du même avis, s'agissant donc de sa position vis-à-vis des décrets, lois qui ont été adoptés. Donc, elle dit que ces décrets-lois ne sont pas conformes aux standards internationaux et ne sont pas conformes aussi à la Constitution tunisienne. On parle bien sûr de la Constitution de 2014. Donc, elle est d'avis que ce décret, bien entendu, devrait être abrogé. Elle considère que le référendum constitutionnel qui a été préparé en Tunisie devrait être, que les élections devraient être donc établies et qu'il faudrait élire un parlement avant de, bien entendu, passer aux nouvelles institutions. Donc, la loi électorale devrait, selon la Commission aussi, être amendée avant les élections législatives. Si on va les faire, on va les amender avant les élections, on devrait passer par une consultation des différentes forces politiques de la société civile donc, pour parvenir à un consensus sur les nouvelles règles électorales. Donc, les élections devraient être organisées par l'ISI, l'ancienne ISI, et non pas la nouvelle. Voilà, pour conclure maintenant, je dirais donc que l'internationalisation du droit constitutionnel ne fait pas disparaître le droit constitutionnel en faveur d'une nouvelle matière, au contraire, on
est dans la revalorisation des constitutions. Donc, elle revalorise à travers un phénomène d'harmonisation progressive des systèmes constitutionnels étatiques. Dominique Rousseau voit dans l'internationalisation des constitutions la résurrection de la notion de constitution. Les principes que renferment les constitutions sont invités à une convergence minima et l'internationalisation en vue de la réalisation. L'internationalisation met en exergue l'harmonisation des droits constitutionnels, donc à travers cette idée de standards internationaux. Donc, je vous donne la référence, internationalisation du droit constitutionnel. Alors, les droits de l'homme, sont-ils en train de constitutionnaliser le monde vers une constitution internationale? Donc, il y a beaucoup ceux qui disent que le droit international est en train de former une source peut-être qui serait une constitution internationale qui regrouperait les différents standards internationaux en matière de démocratie et des droits de l'homme. Alors, si l'internationalisation permet l'ancrage de certaines valeurs du droit international et constitue en partie un processus d'effectivité du droit international dans les ordres juridiques nationaux, je reprends donc l'idée avec laquelle on avait commencé lorsqu'on avait parlé de l'idée de l'interaction entre l'ordre interne et l'ordre international. Donc, à travers l'internationalisation des constitutions, le droit international trouve une certaine effectivité puisqu'il serait intégré dans les constitutions internes. Mais de l'autre côté, l'internationalisation dans le sens de standards internationaux, de valeurs démocratiques et humanitaires sont aussi en train de donner de la valeur aux constitutions nationales. Ce qui fait que l'interaction, elle est dans les deux sens-là. Donc, elle permet en contrepartie de revaloriser les constitutions nationales. La Constitution se doit ainsi d'être plus ouverte. Elle reste quand même la norme symbole qui est à la fois spécifique mais aussi universelle.